bienvenue pour cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans un texte philosophique, assez dense mais vraiment essentiel. Il pose une question clé. Comment est-ce qu'on peut savoir des choses sans passer par nos sens, sans expérience directe ? Oui, c'est la grande question de la connaissance a priori. Et d'emblée, l'auteur suggère quelque chose d'assez fort. Il nous faudrait une science à part entière pour ça. Une sorte de discipline pour évaluer notre raison quand elle fonctionne seule. Exactement. Le texte nous confronte direct aux très grandes questions. Dieu, la liberté, l'âme, l'immortalité. Des concepts pour lesquels, l'expérience ne nous donne pas vraiment de réponse claire, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est le domaine de la métaphysique, traditionnellement. D'accord. Et le point soulevé et qui est critique, c'est que, historiquement, on s'est souvent lancé là-dedans avec une confiance, un peu aveugle. Le texte parle de dogmatisme. On a bâti des grands systèmes, sans d'abord se demander sérieusement, est-ce que notre raison a vraiment le droit ou même la capacité d'aller jusque-là ? Mais c'est un peu contre-intuitif, non ? On pourrait penser que la logique de base, le bon sens, serait de vérifier ces outils avant de construire un gratte-ciel intellectuel, surtout sur des bases qu'on ne connaît pas bien. Logiquement, oui, ce serait plus prudent. Alors pourquoi cette précipitation historique ? Le texte suggère que, naturellement, dans le cours des choses, cette étape critique a souvent été oubliée et il donne une raison. Le succès éclatant des mathématiques. Les maths, hein ? C'est vrai qu'elles ont l'air de fonctionner a priori. Elles semblent si sûres, si rigoureuses. Tout à fait. Et ce succès est très séduisant. Ça donne l'impression ou l'espoir que la raison peut réussir seule, même dans d'autres domaines très différents. Et puis, hors de l'expérience, on n'est pas contredit par elle, forcément. L'envie d'étendre le savoir comme ça, c'est puissant. On peut même construire des systèmes très cohérents en interne. Des fictions bien faites, comme dit le texte, même si ça reste déconnecté. Les maths donnent une illusion de puissance, en quelque sorte. C'est un peu ça. Même si leurs objets sont peut-être liés à une forme d'intuition a priori, elles nous donnent ce sentiment que la raison pure peut tout faire. C'est une tentation. Et c'est là qu'intervient cette fameuse image, la colombe légère. Oui, exactement. La colombe fend l'air, elle sent sa résistance. Et elle pourrait se dire « Ah, si seulement il n'y avait pas cet air qui me freine, je volerais tellement mieux dans le vide. » Une image pour Platon, c'est ça ? C'est ça. Platon qui quitte le monde sensible, qu'il juge imparfait, limitant, pour s'envoler avec ses idées. Les idées pures, parfaites. Voilà. Il s'aventure dans ce que le texte nomme l'espace vide de l'entendement pur, la raison seule, sans le support des sens. Mais la colombe, et donc Platon dans cette métaphore, ils oublient quelque chose d'essentiel. Ils oublient que sans la résistance de l'air, sans ce point d'appui, la colombe ne volerait pas du tout. Elle battrait des ailes dans le vide. Elle ferait du surplace. Exactement. C'est le risque pour la raison spéculative quand elle coupe les ponts avec l'expérience. Elle croit s'élever, mais elle n'avance plus faute de prise. Et le texte dit que c'est un schéma fréquent. On construit d'abord, on vérifie les fondations après, si on y pense. Et qu'est-ce qui nous encourage dans cette construction un peu rapide, un peu hâtive ? Le texte mentionne une autre opération de l'esprit. Oui, c'est l'analyse de nos propres concepts. Quand on décortique ce qu'on pense déjà, même si c'était confus au départ, ça donne une impression de clarté, de progrès. On a l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. Oui, au moins de mieux comprendre. On analyse ce qui est déjà là et implicitement, c'est utile, mais ça n'ajoute pas vraiment de connaissances nouvelles au monde. C'est une clarification. Et c'est là qu'est le piège, peut-être. Cette satisfaction de l'analyse pourrait cacher un saut bien plus audacieux. Précisément. Le saut où la raison ne se contente plus d'analyser ce qu'elle a, mais prétend ajouter activement de nouvelles connaissances, des concepts totalement étrangers, dit le texte. Et ça, a priori. Oui, a priori. Et souvent sans même se demander comment c'est possible, sur quelle base, avec quelle justification. C'est passer de l'explication à la création sans filet. D'accord. Donc, si on résume un peu, ce passage nous met en garde. L'ambition de notre raison est naturelle, elle veut aller au-delà des sens. Tout à fait. Mais c'est risqué de le faire sans un examen critique sérieux de ses propres capacités. Le dogmatisme en métaphysique, l'image de Platon et la colombe, ça illustre bien ce danger. C'est ça. Et l'idée centrale qui ressort, c'est vraiment ce besoin d'une science préliminaire, ce que le texte va appeler une critique de la raison pure. Une critique pour faire quoi exactement ? Pour délimiter, pour voir jusqu'où la raison peut légitimement aller a priori. Quels sont ses principes valides, quelle est son étendue réelle. Et le texte insiste bien. Il faut distinguer très clairement entre simplement analyser nos concepts, ce qui est sûr mais limité,
et prétendre ajouter, synthétiser de nouvelles connaissances a priori, ce qui est beaucoup plus ambitieux et problématique. Et ça nous laisse sur une question assez vertigineuse que le texte soulève implicitement, non? Oui, laquelle? Si la raison peut effectivement ajouter ces concepts étrangers a priori, comment on distingue une fiction bien construite, une spéculation cohérente, d'une vraie connaissance? Bonne question. Sans le test de l'expérience, qu'est-ce qui nous garantit qu'on n'est pas juste en train de rêver en étant très logique? Quelle est la garantie de validité? C'est tout le défi, en effet. Qu'est-ce qui peut servir de critère quand l'expérience n'est plus là? C'est sans doute ce que la suite de la réflexion va devoir affronter.